Bien, pendant que vous vous installez, je vais présenter rapidement notre ami Sename Kofi. Donc Sename Kofi qui nous fait également le plaisir ce matin d'inaugurer Learning with Africa avec une autre conférence. Et donc designer, architecte et anthropologue. Dans sa pratique, Sename Kofi est très engagé dans la définition d'un néo-vernaculaire africain et dans la construction d'un collectivisme digital qu'il décline à travers différentes échelles que sont l'objet, le bâti et la ville, pour tester et concevoir à travers ces deux prismes. Sename a fondé diverses structures, dont une au début des années 2010, l'Africaine d'architecture, construit véritablement comme une plateforme d'expérimentation sur les questions de l'architecture et de la ville. Quelques années après, Sename Kofi fonde le premier Fab Lab togolais, WooLabs, dont l'ambition très clairement est... Vu le temps, ils découvriront le maximum en fouillant un peu si ce que je dis tout à l'heure les intéresse. Ok, donc en fait, voilà, une des expérimentations menées par Sename Kofi est présentée ce matin et elle s'appelle UpCity. Allô, allô. Bonjour à tous. Du coup, j'ai moins de 15 minutes. Je vais essayer de faire 10, de faire un résumé pour qu'on ait au moins 5 minutes d'échange. Je remercie l'école d'architecture pour l'invitation. Je suis très heureux de prendre la parole après Salima, dont je me rends compte que je mets un peu les pieds dans les traces depuis plus de 20 ans maintenant. À ma manière, vous allez le voir, de façon un peu plus, peut-être certainement plus turbulente que vous. Donc, j'avais prévu beaucoup d'images et déjà, sans qu'il y ait la contrainte de temps, je me trouvais trop généreux. Maintenant, avec le temps très raccourci, je vais faire 100 slides parce que sinon, le rythme serait trop compliqué pour vous. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait quand même des choses intéressantes à vous montrer. La commande, je pense, était surtout motivée par l'envie, dans le cadre de cette formation, d'être moins, de subir moins cette dépendance aux archives exclusivement occidentales et de s'ouvrir à d'autres géographies. Il me semble que c'est une très bonne intuition. Puisque c'est quelque chose que vous voyez un peu comme l'ère du temps. Hein. Certains appellent ça la désoccidentalisation quand on parle de politique, mais c'est un fait que désormais, un des signaux forts de nos temps, c'est cette sorte d'obligation qui se justifie par un certain nombre de choses, hein, que l'Occident, qui est relativement hégémonique sur le plan de l'épistémé, a à être un peu plus inclusif et à s'autoriser à être challengé des fois par des visions du monde tout à fait différentes. Ce que ça produit directement dans notre discipline, c'est qu'on se rend compte, et quand je dis discipline, moi je vais plutôt parler d'un point de vue urbain, je parle donc d'urbanisme, c'est que l'urbanisme désormais est de moins en moins approché comme une réalité purement technique. Et enfin, il y a déjà eu des mouvements historiquement pour remettre plus de culture dans l'approche urbaine, mais il y a une sorte, je pense, qui va se profiler de mouvance très radicale pour plus de place faite à la question de la culture. Et moi, j'irai au-delà pour dire qu'en réalité, la révolution qu'il y a à produire, ce n'est pas seulement de moins voir la discipline comme quelque chose de purement technique, mais d'ouvert aussi à la culture, mais plus aux imaginaires. Et en réalité, c'est d'imaginaires auquel il faut être ouvert.
parce que l'imaginaire, on va s'en rendre compte de plus en plus à la faveur de cette sorte de révolution qui travaille tous les champs du savoir et singulièrement les ordres techniques que sont les nôtres. Et selon une jolie formule de Castoriadis que j'ai découvert grâce à Felwine Sarr, Castoriadis dit que les sociétés s'instituent dans leur imaginaire. Et en réalité, les difficultés qu'on a adressées, les problèmes de nos temps ne sont pas purement des problèmes techniques où on a plus de difficultés à les adresser à un niveau technique quand on perd de vue qu'en réalité nous sommes inscrits dans des paradigmes et que singulièrement par rapport à la réalité de notre époque, c'est de paradigmes qu'il faut peut-être divorcer avant même d'agir d'un point de vue purement technique. Il y a aussi d'autres mouvements très forts qui plaident entre guillemets pour cette révolution. Il y a, je vais donner deux tendances. Il y a ce qu'on appelle l'anthropocène, dont on sait que c'est plus singulièrement un urbanocène. L'anthropocène est en train de bouleverser énormément de choses et ce serait tout à fait inattendu que ça n'influence pas aussi l'architecture ou l'urbanisme. J'ai un ami qui me disait la dernière fois que par exemple en sociologie, il ne se passe plus rien, c'est pratiquement une science morte parce que l'idée qu'on étudie les hommes uniquement avec le filtre des relations entre humains est tout à fait archaïque désormais par rapport à tout ce que l'anthropocène nous apporte comme information et que désormais il faut penser l'homme en relation au non-humain, ce qu'on appelle le reste du vivant, et peut-être même en relation à de l'humain non-vivant pour aller dans d'autres considérations auxquelles il va falloir aussi certainement de plus en plus s'ouvrir. Deuxième grosse tendance qui nous oblige à revoir nos conceptions et à sortir un peu de cette stabilité qu'on pense que le concept a. C'est une question purement des sciences qui affleure un peu avec tout ce qui se passe en ce moment autour du quantique. Et le quantique va révolutionner beaucoup de conceptions que nous avions. Il est désormais, admis, par exemple, que je peux être ici et ailleurs en même temps. Dans le monde quantique, c'est possible. Et ce type de considération, forcément, va ébranler la rationalité ou la rigidité de la rationalité sur laquelle est fondé le paradigme qui encore guide l'enseignement de l'architecture et la façon dont, en technicien, en expert, en praticien, nous abordons nos disciplines. Donc voilà un peu les éléments un peu souterrains encore, mais qui, à côté de la question de l'obligation de s'ouvrir désormais à toutes les géographies et à tous les imaginaires, vont, il me semble, travailler de plus en plus les choses, pas seulement l'architecture et la ville, mais tous les corps de savoir. Et ces mouvements très souterrains cherchent singulièrement leur espace politique, et il me semble que tout à fait naturellement, l'Afrique va proposer les territoires qui seront le plus ouverts à des expérimentations qu'exigent ces révolutions qui sont encore souterraines. Une raison pour laquelle il faudrait observer le continent africain, parce que l'Occident lui-même est encore une fois beaucoup plus crispé du fait d'une trop longue histoire de la rationalité et d'une trop forte centralité pour pouvoir peut-être directement ouvrir au changement, au bouleversement nécessaire qu'appelle aujourd'hui notre humanité. Donc je vais parler d'habitation et je vais le faire par le filtre de Heidegger, qui est malheureusement le seul slide que je vais partager avec vous, qui va rester là tout le temps. N'y voyez pas un hommage à Heidegger, je pense que c'est un hommage dont lui-même se passerait. Mais c'est juste que Heidegger a, de mon point de vue, de très bonnes intuitions sur ce qu'il faut pour challenger la question de l'habitation. Il a, les jeunes diraient aujourd'hui, de très belles punchlines, en fait, dès qu'il s'agit de parler d'habitation.
Et quelle est la conception de l'habitation chez Heidegger? Dans la philosophie d'Heidegger, il y a une relation très forte de l'habitation à l'être. Il y arrive en faisant une espèce d'archéologie dans le vieil allemand, et grâce à ce radical Baum qui à la fois parle d'habiter et d'être. Et donc, Heidegger arrive à la conclusion que l'habitation est le fondamental de l'être. Et ce faisant, il fait une petite révolution par rapport à ce qu'on appelle la modernité, qui va être la chose principale dont j'aimerais discuter avec vous, ou par rapport à toute la philosophie moderne, cette pensée qui s'est cristallisée autour des Lumières au XVIIIe siècle, mais qui a des origines un peu plus profondes, qui sont celles de l'histoire européenne. Heidegger propose une petite rupture avec une vision du monde qui peut être résumée dans le cogito cartésien. Je pense donc je suis. Le je pense dont je suis fonde l'être dans une sorte d'individuation. C'est moi qui fais être. Alors que Heidegger dit que c'est l'habité qui fait l'être. Et quand il dit habiter, c'est là où ça devient intéressant, il ne parle pas de bâtir. D'ailleurs, il dit bien que je n'ai pas habité quand j'ai bâti. Alors il a de bien meilleures formules que moi, hein, je résume. Et l'habiter, donc selon Heidegger, c'est la capacité à laisser les choses dans leur état, à prendre soin ou à prendre soin du monde, et laisser les choses libres. Donc il propose une relation un peu moins brutale de l'habitation. On ne brutalise pas le matériau en faisant architecture, on ne brutalise pas les choses en faisant installation humaine, mais on laisse les choses dans leur continuité en quelque sorte. Donc il oppose le ménagement à l'aménagement. Donc il faut ménager le monde dans son état en quelque sorte, et c'est comme ça qu'advient l'être. C'est une conception très originale qu'il résume aussi dans cette idée que habiter, c'est rester enclos dans ce qui nous est parent. Quand je dis qu'il propose en faisant ça une sorte de petite révolution et qu'il prend à contre-pied toute la pensée moderne, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est que la pensée moderne, celle dont nous sommes encore, sous la coupe de laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Bon, alors je vais faire une petite critique de la modernité, mais je ne suis pas très original en ça, hein. Ça se fait très bien par des gens beaucoup plus autorisés que moi désormais. Ce qui fait peut-être mon originalité, c'est que j'essaie de la schématiser, première originalité, et que deuxième chose, j'essaie de la poursuivre. Alors comment je schématise la modernité, ce qui n'est pas... Enfin, c'est plus de la paresse qu'autre chose, hein, ça ne demande pas une qualité particulière. C'est que la modernité, en réalité, il faut comprendre que ça a été un gros processus pour produire quelque chose d'extraordinaire que j'appelle ego. Qu'est-ce que c'est que ego? C'est l'individu qui a une très forte conscience de lui-même. L'individu qui ne se pense plus comme juste la participation à un flux, ce qui est la vision du monde de toutes les sociétés traditionnelles, partout où elles se trouvent. Personne ne se naît dans le sens où j'ai des limites, j'ai des bornes, j'ai ma naissance et ma mort, et entre ces deux moments, je suis. Non, toutes les sociétés, partout où elles ont émergé dans le monde, ont pensé leur être comme juste une sorte un moment dans un flux qui continue, puisque j'étais avant que je ne naisse, j'étais dans mon père, dans ma mère, et je vais continuer. Déjà, je continue à travers deux êtres, déjà pour ma part, et puis je continuerai après ma mort dans du végétal, dans de l'animal, etc., etc. Donc cette forte conscience du jeu a été produit en Europe au XVIIIe siècle, et c'était une réponse tout à fait nécessaire à la situation de l'Europe à ce moment-là, puisque la réalité individuelle était beaucoup niée à la faveur des guerres que se faisaient les pays européens, mais aussi avec un certain diktat de la religion. Les philosophes devaient construire cette libération de l'homme et construire des droits humains, ce qu'on appelle encore le libéralisme. Et ils l'ont fait en construisant un être abstrait qui est égaux. Et après avoir fait cet être abstrait, il fallait aussi lui produire
un environnement. C'est-à-dire que Ego ne peut pas se mouvoir dans la réalité qui est la nôtre, qui est très contrainte par de l'organicité. Il faut, après avoir produit l'idée abstraite d'un individu autonome, très conscient de lui-même, borné, il faudrait imaginer le contexte dans lequel il pourrait se déployer pour que tous ces droits pour lesquels on l'a imaginé puissent être valorisés. Et pour faire ça, la pensée moderne ou la pensée de la modernité a commencé à faire des séparations. La première grande séparation, c'est celle que Descola appelle le naturalisme, c'est-à-dire qu'on a pensé que l'homme devait se réaliser uniquement en se séparant de la nature. Descartes encore, lui, le dit même très clairement que l'homme est esclave de la nature et il doit s'en séparer et la soumettre pour pouvoir se réaliser. Donc, première grande révolution conceptuelle qui est proprement européen. Il n'y a aucune autre civilisation dans le monde qui a pensé que l'homme pouvait se séparer de la nature. L'homme est naturel. Je ne suis pas un être de synthèse, j'ai de la nature en moi, je déborde de nature, je participe de la nature. Mais l'homme européen imaginait que l'homme devait donc se séparer de la nature pour atteindre son plein potentiel en tant qu'humain. Et évidemment, il y a eu tout de suite une collusion de cette pensée avec le profit, puisque le profit, le capitalisme, si vous voulez, a vu un potentiel dans cette idée de créer de la distance avec la nature, puisque si on est séparé de la nature, si on n'est plus en parenté avec la nature, donc on peut avoir un rapport instrumental à la nature, on peut instrumentaliser la nature, on peut y voir des utilités et la mettre en marchandise. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est aussi un peu par extension du domaine de la nature que toute l'aventure coloniale a été déclenchée, puisque c'est parce qu'on a considéré qu'il y avait des êtres naturels à d'autres endroits du monde qu'on s'est autorisé à aller les prendre et à les mettre en esclavage pour justement les arracher à leur état naturel et les civiliser. Les droits de la femme aussi ont beaucoup souffert de ce mouvement naturaliste. C'est la théorie de l'écoféminisme, Death of Nature, c'est que le patriarcat, en quelque sorte, serait une sorte de naturalisme sociétal, comme le capitalisme est un naturalisme économique. Donc, première séparation, arracher l'homme à la nature. Mais l'homme arraché à la nature n'est pas encore complètement réalisé. Il n'a pas encore atteint son vrai potentiel. Il y a encore trop d'organicité qui le contraignent. Et quelle est cette organicité? C'est le groupe, c'est la famille, c'est la tribu, etc. Donc, deuxième grande révolution conceptuelle, c'est l'idée que l'homme devrait s'émanciper du groupe. C'est toute la théorie individualiste, beaucoup nourrie par l'économie politique, évidemment, la concurrence de tous contre tous, les égoïsmes individuels sont la loi naturelle du monde et c'est la mise en concurrence de tous les égoïsmes qui fait le progrès, etc., etc. Mais l'art aussi a beaucoup accompagné cette deuxième abstraction. L'art a beaucoup nourri l'idée de l'individu isolé, qui jouit de la contemplation à son propre profit comme une qualité pour produire l'homme le plus épanoui, donc toujours égaux. Voilà comment je schématise la modernité pour pouvoir la comprendre et l'adresser très concrètement, parce que si vous pensez la modernité de la sorte, c'est que vous êtes d'accord avec moi sur un peu ce processus, cette philosophie de la séparation. En architecture, par exemple, très simplement, vous pouvez l'adresser, cette modernité, les problèmes de cette modernité, en remettant du lien, c'est-à-dire en réenchassant fortement l'individu dans le groupe. À vous de développer les dispositifs qui permettent cette multiplicité du lien, de faire des rencontres, de se parler, et si c'est la ville, de le faire à l'échelle. Et ensuite, l'individu réenchassé dans le groupe, vous le réenchassez dans la structure biosphérique très fortement pour que ces deux niveaux de séparation soient réparés. Et quand vous commencez à envisager les choses de la sorte, vous vous rendez compte qu'il y a des paradigmes encore vivants, des visions du monde, elles, organicistes, qui prennent en charge ce type à travers des cosmogonies, ce type de réalité, et qui, elles aussi, le déclinent dans des ordres techniques dont vous pouvez vous inspirer. Et j'aurais voulu vous montrer quelques exemples dans des architectures africaines qui sont des réminiscences de cosmogonie, donc des visions du monde qui n'accueillent pas de séparation, et comment la cosmogonie verrouille dans le contrat social
L'idée que l'individu est un être collectif et que l'installation humaine en aucun moment ne doit se retrouver en conflit avec ce qui le dépasse, c'est-à-dire la structure biosphérique. Maintenant, quelle est ma contribution tout à fait originale à moi à cette critique de la modernité, et je suis prêt de conclure, c'est que je dis que souvent on pense la modernité comme quelque chose d'achevé dans le passé, dont nous continuons à souffrir des effets. En réalité, c'est se tromper parce que la modernité n'a pas tari, elle n'est pas achevée, elle est même en réalité dynamique. Elle devient véloce parce qu'en ce moment même, la modernité amorce une nouvelle mutation qui a le potentiel de lui faire achever son vrai destin. Parce que quel était le destin de la philosophie des Lumières ou de la philosophie de la modernité? C'est qu'après avoir séparé l'homme, le groupe de la nature et l'homme du groupe, on n'avait pas encore, d'après la modernité bien comprise, fait égaux. Il y avait un dernier niveau d'organicité qui était perçu comme une contrainte chez l'homme, c'était le corps. Et l'homme devait faire donc une troisième séparation pour se réaliser, c'est l'idée qu'il puisse s'émanciper de son corps. C'est l'idée qu'on puisse naviguer uniquement en conscience et qu'on abolisse le corps ou qu'on tue le corps et que la conscience ou une espèce de substrat de l'humain, quelque chose de dernier mais qui serait sa meilleure part, puisse être préservé et conservé. Alors, c'était une vision dont le potentiel de la réalisation n'existait pas au XVIIIe siècle parce que les moyens techniques ne le permettaient pas. Mais c'est désormais cette profonde radicalité de la modernité quelque chose qui peut advenir parce qu'entre-temps, nous avons basculé dans une ère du digital dont les ressources nous permettent d'envisager qu'aujourd'hui, l'homme puisse qualifier idéalement ou essentiellement sa conscience et que le corps soit mis un peu en sommeil, etc., etc. Et c'est le mouvement auquel nous amène le digital, et c'est un mouvement qui a des implications directement dans nos disciplines, puisque si vous me comprenez bien, l'idée c'est aujourd'hui que la conscience soit dopée et le corps fixé, et c'est le meilleur moyen pour le capitalisme du digital de faire de l'argent, c'est-à-dire que avant, le capitalisme nous poussait dehors, il fallait qu'on aille à l'usine, et c'était l'usine le moyen de nous exploiter notre force de travail, et aussi de nous surveiller. Désormais, le nouveau capitalisme n'a pas besoin qu'on aille à l'usine, puisque la force de travail est devenue une contingence, on n'en a presque pas besoin. Ce dont le nouveau capitalisme a besoin, c'est surtout qu'on soit chez nous, enfermés, et idéalement sur un device. Et quand vous êtes enfermé chez vous sur un ordinateur, c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'être exploité et d'être surveillé. Donc, ce capitalisme va pousser de plus en plus des formes de vie ou des modes de vie qui sont celles d'une quarantaine perpétuelle, chacun chez soi. Marx disait que les hommes ont recommencé à habiter des cavernes en parlant des villes. Mais en réalité, là, on va basculer, on devrait basculer si les choses étaient laissées entre les mains de la dynamique interne au marché et que le projet moderne était complètement désinhibé, à une réalité où on passerait d'habitation à des habitacles, et donc chacun chez soi, idéalement seul, parce que si vous êtes avec vos enfants, avec vos parents, vous allez être tenté de leur parler, et c'est du temps en moins sur vos ordinateurs à libérer de la donnée. Ou si vous êtes dans la nature à regarder les arbres et les papillons, c'est du temps en moins et de l'argent en moins pour ce capital. Donc le capitalisme va beaucoup nous pousser vers l'intérieur et dégager les espaces publics pour de l'algorithme, les livreurs Uber, le temps que les drones les remplacent eux aussi et qu'ils soient eux aussi enfermés chez eux. Donc c'est la dynamique profonde interne de notre temps. Et en quoi donc ça intéresse la vernacularité? Ça intéresse la vernacularité puisque c'est l'outil de ce qui adresse ce problème qui est l'organicité. L'idée qu'on soit dépendant de son corps puis dépendant du groupe et que le groupe ait une relation de dépendance à la nature, ou en tout cas conçoive la nature comme avec quelque chose qui doit être emparenté,
la vernacularité. C'est cette intuition très forte d'un génie, ou cette intuition très forte d'un génie du lieu, et cette relation tissée avec le lieu pour en exploiter son potentiel le meilleur, tout ce que Salima a partagé avec nous, qui résiste le mieux à cette idée, à ce projet moderne. D'où donc, pour vous autres, pour peu que ce que je viens de présenter, vous le perceviez comme une dystopie et quelque chose qu'il faut diverger, un intérêt, je pense, que vous devriez cultiver pour les propositions alternatives, celles encore en survivance au Maroc, au Mali, au Tchad, au Cameroun, de sociétés qui, pour leur environnement, ont développé cette relation très forte de la chose dernière de l'homme à son corps, du corps au groupe et du groupe à la nature. Juste pour finir, je dirais que c'est en réalité ce que propose le technologique lui-même. Quand je parlais du dernier niveau de séparation du corps avec la conscience ou avec l'esprit, vous aviez bien compris que je parlais des nouvelles technologies et à travers les nouvelles technologies de tout ce qui sera possible dans la Smart City. La Smart City étant en réalité la meilleure configuration de ces habitacles dont je parle, où chacun chez soi a libéré de la donnée pour nourrir cette grande machine capitaliste. Mais la technologie n'est dystopique que parce qu'elle passe par le filtre de la Silicon Valley. En réalité, si vous observez les nouvelles technologies du digital dans leur potentiel, ce qu'elles proposent, c'est justement du vernaculaire. C'est-à-dire que les technologies, en réalité, sont très distribuées, sont beaucoup pour le lien, et elles bouclent même, je dirais, avec la nature, puisqu'on tend de plus en plus avec le quantique vers des ordinateurs de carbone. Donc en réalité, le technologique ne sert pas à cette dystopie moderne ou de la séparation. Elle y résiste dans ses fondamentaux. C'est le filtre, le paradigme par lequel il passe, qui est un paradigme marchand, qui fait qu'on a des outils en bout de processus d'innovation qui accueillent de la séparation. Mais si on prenait le technologique et qu'on le faisait passer par de nouveaux types de laboratoires d'innovation sur le modèle de société vernaculaire du genre qu'on a vu tout à l'heure, on pourrait imaginer qu'on ait des technologies en bout de processus de développement qui soient plus attentifs à leur environnement, à maintenir de la structure sociale et qui ne tuent pas la radicalité du corps, qui favorise encore du mouvement, etc. etc. Tous ces trois niveaux étant liés. C'est un peu ce qu'on fait donc, au Togo, pour conclure tout à fait, c'est se dire que si la technologie rêve de la ville, parce que la ville est le meilleur moyen de mettre en place ce projet moderne, à travers la Smart City, de cette dystopie où la dernière séparation aura été faite, les grandes villes étant prédites pour émerger sur le continent africain, il faut savoir que les 5 plus grandes villes du monde, dans les 30 prochaines années, seront en Afrique. Évidemment, le technologique a le regard tourné vers l'Afrique. Et la course à l'Afrique est lancée par les GAFA. Donc il faudrait se dépêcher de faire du vernaculaire, pas seulement au niveau de résistance que propose Salima, au niveau architectural, mais de penser aussi très rapidement de la technologie développée autrement dans de la configuration vernaculaire pour être une résistance à la technologie un peu top-down des laboratoires d'innovation de la Silicon Valley qui vont arriver. Et donc, ne pas fermer la porte à la Smart City et dire, bon, la Smart City, ça va nous basculer vers une dystopie. Donc, on va vernaculariser dans le sens de basculer dans des sociétés encore plus radicalement technophobes, mais comprendre que la technologie est vernaculaire, elle est très distribuée, très réticulaire dans ses fondements. Je parle des dernières séquences des nouvelles technologies du digital. Accueillir cela et voir quelle forme de vernaculaire intégré, donc architecture et digital, on peut mettre en place pour être les lieux de résistance à cette grosse vague qui nous arrive de la Silicon Valley et des laboratoires d'innovation chinois. Je vous remercie.
C'est bon. Merci Sénafé. Combien de temps vous avez, parce que je sais que vous avez une contrainte ponctuelle? 15 minutes. 15 minutes pour répondre à des questions. Ouais. Ok, moi ce que je propose, parce on continue cet après-midi, on va squeezer, on va contraindre un petit truc dans lequel nous on est, plus moi, Laurence, etc., pour que vous puissiez développer peut-être un point sur la Hub City ou quelque chose comme ça, avec des supports visuels, parce que c'est dommage de son privé, vous avez fait quand même un long chemin. Donc là, on va prendre quelques questions, ou une question de la salle, et s'il n'y a personne dans la salle, ben, moi, Laurence ou Carlos, ou Selima, ou Fabien. Voilà. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose, ou dire quelque chose? Merci pour la présentation. Moi, je voulais vous demander si vous avez des projets ou des actions pour ce genre d'habité que vous proposez, où on peut voir, parce que vous proposez une résistance à cette Smart City et où on peut voir des projets. Je peux faire passer rapidement, mais bon, pour moi c'est très frustrant de ne pas mettre le filtre de l'explication et de vous balancer juste les images comme ça. Mais donc on a au Togo un projet qui s'appelle Hub City, qui se propose de penser ce que j'appelle le néo-vernaculaire, c'est-à-dire ce n'est plus un vernaculaire uniquement d'architecture, mais un vernaculaire qui anticipe le fait qu'on va presque tirer par les cheveux, basculer dans des réalités de plus en plus digitales. Et comment faire en sorte pour que le digital ne soit pas dévoyé, mais qu'il soit à la bonne place. Donc comment penser pour des quartiers à la fois l'infrastructure digitale qui va irriguer, c'est-à-dire la monnaie que vous utilisez, la monnaie digitale, les réseaux sociaux que vous utilisez, l'application qui vous permet de vous faire livrer, etc., avec une enveloppe et un cadre de vie pour que les deux niveaux, si vous voulez, les deux couches soient le plus interpénétrées possible et qu'il n'y ait pas, avec les infrastructures digitales, une sorte d'ingénierie sociale qui vous amène vers des sociétés atomisées. Donc, pensez des sociétés de groupe avec leur outil digital adapté. Donc, on développe, donc on fait ça à Lomé. Lomé, c'est en plein milieu de la plus grande ville du monde qui va se former d'ici 2050. On parle d'une ville unique depuis Lagos à Abidjan, donc une ville à cheval sur 4-5 pays. Et c'est une ville que Google vient de connecter il y a 2 ans avec un câble parce que Google a bien compris évidemment que c'est un des grands ensembles où il y aura le plus d'humains, c'est un business du nombre. Et l'enjeu là aujourd'hui, c'est de faire des décideurs qui comprennent et qui n'ouvrent pas la porte complètement à ce qu'on appelle les big tech, les GAFA, en leur proposant déjà de la sensibilisation à travers des actions concrètes et surtout en les rassurant que fermer la porte à Google ne veut pas dire que on produit une ville d'Amish, mais que on peut favoriser de la technologie bottom-up. Et comment nous faisons ça? On crée des petits laboratoires d'innovation de quartier. Et chaque laboratoire d'innovation est censé développer toutes les technologies dans un rayon de kilomètres autour. Donc c'est des sortes de petits tech hubs, Fab Lab, Makerspace, incubateurs, donnez-leur le nom que vous voulez. Mais c'est des lieux de travail autour des nouvelles technologies, ouverts sur le quartier, où les gens du quartier viennent pour ensemble faire la liste des problèmes qu'ils ont dans le quartier et développer eux-mêmes, parce qu'il y a plein de technologies aujourd'hui en source ouverte, leur technologie. Donc, on expérimente ça aujourd'hui sur un seul laboratoire où on développe pour donc, le rayon d'1 kilomètre autour la monnaie. On a une monnaie qu'on n'utilise que dans notre quartier. Et quand tu utilises une monnaie de quartier, c'est que tu as le nez dans ton quartier. Si tu utilises une monnaie qui te permet de commander des produits en Chine, bah, tu nourris la grande cité mondiale. Mais si tu es riche dans une monnaie où tu ne peux acheter que dans ton quartier, bah, tu fais monter l'économie
du quartier. Un réseau social de quartier. Ils ont, les gens du quartier, une application qui leur permet de ne pas jeter leurs déchets plastiques, mais de les collecter dans le quartier, de les trier, etc. Donc on développe toute l'infrastructure digitale qui fait que ce petit territoire d'un rayon d'1 kilomètre pourrait être autonome complètement par rapport à Facebook, Google, etc. etc. Et maintenant, la couche derrière, c'est de voir comment, depuis ce lieu, on met en place le système qui produit le quartier lui-même en termes de forme, d'architecture, pour qu'il soit, comme on le fait dans les villages, oui, produit sur lui-même. Il faut savoir que dans les villages, je caricature un peu, excusez-moi si je fais de grandes abstractions, c'est pour simplifier. En Afrique, on ne fait pas venir un architecte. C'est-à-dire que tout le village se met ensemble et construit la maison de celui-ci. Il y a évidemment des maçons, des sachants qui maîtrisent mieux la technique, mais tout le monde se met ensemble et on construit les maisons les uns des autres. Ce qui fait que la maison n'appartient à personne. Les portes sont toujours ouvertes à tout le monde, puisque tout le monde a contribué. Et donc, comment, déjà, premier enjeu, remettre cet esprit vernaculaire dans la ville, ça c'est ce qui m'a préoccupé, ça a été mes premiers amours, faire du vernaculaire dans la ville, en architecture, et après, comment mettre du digital, mais qui est aussi pensé de façon vernaculaire. Donc ça, c'est voilà, l'idée c'est de faire des petits cercles comme ça et de développer des technologies à partir de laboratoires qui sont au milieu de ces cercles. Donc les jeunes se regroupent comme dans les villages, dans les enclos d'initiation. Donc on prend beaucoup d'éléments du mode de vie traditionnel. On utilise les labs comme des enclos d'initiation. On met les jeunes ensemble et ils ont vocation, ce corps qui est construit, à produire tout ce dont leur quartier a besoin. Et donc on développe plein de technologies low-tech, pas trop chères, en open source, sur lesquelles les habitants du quartier ont la main, puisque les données leur appartiennent, etc. etc. Et la somme de toute cette petite technologie qui irrigue le quartier fait un smart quartier, mais qui n'appartient pas à Facebook ou à Google, comme ce qu'ils veulent nous vendre ou ce qu'ils veulent vendre aujourd'hui à nos décideurs, c'est-à-dire des villes entières designées pour être smart et dans lesquelles nous on ira ensuite vivre. Et donc toujours dans cette relation très forte au digital, comment produire aussi l'habitat, c'est les expérimentations qu'on fait. On a développé nous-mêmes notre imprimante 3D. Pour l'instant, c'est une imprimante de table qui fabrique des objets, mais l'idée c'est de pouvoir produire des machines à l'échelle, et parce que l'imprimante 3D, par exemple, ou l'impression 3D de bâtiments, contrairement à ce qu'on peut penser, ne nous éloigne pas de nos racines. Ça a un potentiel de reboucler avec des formes complexes comme celle-là, qu'on a perdu complètement dans l'architecture moderne, standardisée, l'architecture du tout ciment. Et via le digital, on peut désormais imaginer que des gens localement produisent leur architecture, comme dans les espaces traditionnels, mais surtout que ces architectures récupèrent tout le potentiel des formes anciennes, des canons qui sont perdus dans le système international. Et merci. Ça me rappelle aussi le concept de coudre, qui a le concept de Salima Nagy de coudre et de réparer. Ça m'a rappelé ce que vous venez de raconter, ça m'a rappelé un peu ce tissage et tous ces liens et ces réseaux. C'est exactement ça. Ouais. En fait, désormais, quand on parle de durable... C'est la complexité du vivant. Vous travaillez avec la complexité, donc c'est un réseau des nœuds et... C'est ça. Alors, on remet de l'échelle. Le problème du moderne, c'est vouloir adresser des grands espaces, en fait. Quand vous pensez à l'échelle de la ville en entier, vous êtes verrouillé sur une architecture durable qui entend le durable comme quelque chose qui doit être permanent. Alors que si vous êtes à l'échelle, on peut tout à fait s'accommoder du fait que ça s'effrite à un moment donné, mais parce qu'il y a du lien social et que les gens autour sont en responsabilité, ben on recouture. Donc on admet que tous les 20 ans, on va refaire le torchis, etc., etc. Et c'est une autre façon d'aborder le durable qui n'est possible à la grande échelle que si on crée des échelles moyennes, des échelles vernaculaires. C'est la même chose pour le vivant. La relation au vivant est très difficile à conceptualiser avec un centre unique qui adresse grands espaces, mais si vous faites cette espèce d'archipel et vous recréez dans la ville des petites communautés autonomes dans ce qu'ils produisent, dans aussi un peu il faut
donner aussi un peu de pouvoir, donc de la gouvernance locale, etc. Vous voyez que les gens, comme ils sont en responsabilité et qu'ils décident pour leur environnement, c'est l'avantage du localisme, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle, puisque l'arbre, on dort en dessous. On ne peut rien développer qui fasse que l'arbre soit coupé. Mais si c'est un chef d'État trop loin qui vit dans un community gathering fermé, qui décide pour cette communauté où il y a l'arbre, il pourrait ne pas tenir compte de l'arbre. Ou si c'est un ingénieur de la Silicon Valley, il va produire une technologie qui va faire sauter l'arbre. Mais si je développe moi-même pour mon quartier, comme j'ai le vivant, je le vis, en quelque sorte, j'y suis plus attentif. Oui. Et après, dernière question, vous avez parlé de l'habité de Heidegger, mais après, j'avais lu des références que Heidegger était un peu mis dans une liste d'auteurs à ne pas lire parce que son habité est traité comme un habité humaniste. Et on parlait plutôt de... en anglais, c'est dwelling. Et après, on parlait de substituer le dwelling par le inhabiting, c'est plutôt qui va dans les lignes que vous avez mentionnées au-delà d'une pensée moderne. Donc, c'est comme du dwelling au inhabiting, ce que vous êtes en train de faire, de prendre l'habité classique humaniste et de l'étendre avec des pratiques de réparation, de tout ça, de tissage et relations humaines. Donc, c'est plutôt du inhabiting, pas du dwelling humaniste. Alors, parce que le dwelling humaniste, c'est comme, d'après ce que j'avais lu, en se basant sur les contributions d'Agamben, de forme de vie, tout ça, je pense que vous connaissez parfaitement, d'après ce que vous avez raconté de séparation et tout ça. C'est un truc négatif, donc je dirais bien que vous parlez d'un habité en tant qu'inhabiting. Oui, alors, bon, je vais vite, c'est parce que j'ai une autre conférence qui est censée commencer maintenant. Mais donc, la pensée de Heidegger est piégée, il faut faire attention. À mon avis, on ne lui fait pas toujours les bonnes critiques, mais c'est une pensée dans laquelle il faut mettre les pieds en étant très précautionneux. Ce qui est moins intéressant chez Heidegger, c'est les éclairs de génie, et souvent les éclairs de génie, c'est dans la formule. Donc c'est vraiment des punchlines. Voilà. Vous pouvez vous arrêter à ça. Dans tous les cas, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas lire qui que ce soit, il faut lire tout le monde. Mais faites attention quand vous lisez Heidegger. Heidegger dit par exemple que habiter est le propre de l'homme. Bon, moi je comprends ce qu'il veut dire, mais on pourrait le prendre comme quelque chose de très anthropocentré et qu'il n'accueille pas le reste du vivant. Il dit même que les animaux sont pauvres en monde, que l'homme est le seul qui accueille les mondes, pour dire. Alors que en réalité, si vous prenez les imaginaires qui sont ouverts aux non-vivants et aux non-humains plutôt, il y a toujours dans ces imaginaires-là un rôle que joue l'animal. Dans la plupart des cosmogonies, il y a un animal qui joue un rôle de démiurge, etc. etc. Chez les Lélés, au centre de l'Afrique, ça va être le pangolin. C'est le pangolin qui apporte la civilisation et qui explique l'importance de que le village ne rentre pas en conflit avec la brousse, qui est du village dans la brousse, de la brousse dans le village, etc., etc. Donc les animaux ne sont pas pauvres en monde au sens radical où Heidegger le dit, ils sont même ceux qui ouvrent au monde, dépendamment de la population dans laquelle tu es inscrit. Donc oui, c'est une pensée problématique qui peut être instrumentalisée. Donc si vous n'avez pas les outils, etc., restez-en à la formule. Mais sinon, même en explorant à fond, on peut déminer un certain nombre de choses qu'on lui reproche. D'accord, merci. Après, c'est vrai que à chaque fois, moi, je suis aussi d'accord pour le fait que la lecture, elle peut se faire et de recontextualiser l'auteur par rapport à l'histoire et son époque. Et là, il y avait quand même un débat et dont Ortega y Gasset, le philosophe espagnol, répondait à Heidegger que l'homme avait cette spécificité par rapport aux autres, enfin il n'employait pas les mêmes mots, mais aux autres vivants, de modifier considérablement l'environnement. Et aujourd'hui, on peut le dire comme par rapport à l'impact en fait environnemental, et que le débat justement sur l'habité a amené, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète,
sur la relation à l'homme et son environnement et l'impact qu'il a. Et voilà. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation et le fait de combiner ou de faire dialoguer du moins toute cette relation aux vernaculaires qui sont des études actuelles en architecture. En architecture et nous-mêmes, en fait, dans les écoles, chercheurs et enseignants, c'est quelque chose qui est réactivé. Et on se pose la question de la contribution des vernaculaires aux quatre coins du monde, et notamment africaines, pour penser en fait la soutenabilité. Et moi, ce que j'ai observé dans les villes africaines, c'est cette pas l'associer forcément à justement ce localisme très fort, ce retour au village, aux sources, et que là, je trouve que vos réflexions et vos hypothèses cette dimension au local très matériel, au territoire, hein, et dans ses usages aussi, a en fait une technologie qui est aujourd'hui là et qui peut être un potentiel pour le développement d'initiatives locales. Après, dans le discours, le fait, à un moment donné, je pense que la généralisation, parce que là, quand vous parlez de Lagos, Lomé et Cotonou, justement, on ne peut pas imaginer le fait que, on ne peut pas généraliser le fait que il y a une forte relation à la communauté, parce que quand même Lagos c'est une capitale hyper capitaliste, c'est vraiment l'archétype vraiment du modèle capitaliste, même s'il y a des initiatives dans le Nigeria, etc. Et je trouve que la conjugaison justement de faire dialoguer ce désir des populations d'être ouverts au monde, et en même temps de pouvoir reconnecter avec le groupe, la proximité, ce sont de belles perspectives de recherche et pour aussi conceptuellement pour les architectes. Donc j'ai pas vraiment une question, c'est vraiment plus des observations. Merci. Je suis heureux si je vous ai réconcilié avec les nouvelles technologies. Je précise juste qu'elles ne sont pas là, les technologies dont je parle. Il y a un potentiel du technologique. Le problème aujourd'hui, c'est que les technologies sont développées dans des laboratoires d'innovation qui dévoient ce potentiel. On fait du technologie qui appuie sur les failles dont je viens de parler. Les technologies, au sortir des laboratoires d'innovation actuels, ne servent pas du tout cet idéal communautaire dont je parle. C'est pour ça qu'il faut prendre le potentiel du technologie et voir quels sont les nouveaux espaces qu'on pourrait mettre en place pour que le technologique soit distribué du pair à pair, favorise la démocratie et ne centralise pas le pouvoir. Ce que je propose, ma proposition, c'est d'utiliser les quartiers et des signes qu'on prend au monde traditionnel pour faire cela. Parce que le monde traditionnel a aussi une relation technologique, en considérant le groupe comme une technologie, et ils ont leur façon de développer, de tisser, de bricoler le groupe pour qu'il soit efficace et au service de la communauté. Là où c'est compliqué, c'est que le monde traditionnel, le monde organique fonctionne à l'échelle, donc dans le cadre de petites communautés, alors que là, on parle d'adresser des grandes villes. Et c'est aussi parce qu'on a voulu adresser des grandes villes qu'on a fait le basculement vers le truc très centralisé, très monopolistique, parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire organique avec à une échelle très grande. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout système centralisé et donc toute l'architecture conceptuelle qu'on a aujourd'hui est archaïque, parce que les technologies que nous avons aujourd'hui veulent nous faire sortir de la forte centralité. Et en réalité, on résiste. Tous les outils qu'on utilise aujourd'hui sont archaïques. Ils n'atteignent pas le vrai potentiel du digital. Donc, prendre le potentiel du digital, le mettre dans ce qui lui ressemble le plus, ce qui est très organique, très du groupe, qui est un système de communauté, pour voir qu'est-ce que ça produirait comme nouvelle technologie. Ensuite, la ville africaine, elle est diverse. Évidemment, il y a même des territoires qui sont beaucoup plus occidentalisés qu'en Occident même, avec des sociétés déjà très, très, très atomisées. Mais il y a aussi des espaces de résistance. Et ces espaces de résistance, là, ont affleuré, notamment
la faveur de la crise du Covid, puisque quand les grandes routes ont été fermées, les supermarchés mis sous clé, on a vu que tout de suite, les populations ont retrouvé le chemin de telle herbe qui soigne, les quartiers ont recommencé à faire solidarité. Donc il y a quand même une trame vernaculaire qui persiste, qui est encore verrouillée dans les anthropologies profondes. Il faut favoriser cette trame-là, et le technologique peut être aussi un moyen, s'il ne vient pas écraser cette trame, d'être ce qui le sublime et lui permet d'être dynamisé. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Si on importe du technologique sans faire attention, cette dernière couche de résistance que sont nos anthropologies profondes en Afrique vont être complètement écrasées et effacées, parce que les technologies ressemblent beaucoup à ça. C'est la même structure. Donc si on les met en calque dessus sans qu'elles aient intégré qu'elles doivent les respecter, on va écraser ça. L'exemple que je donne généralement, c'est Uber. Il y a encore quelques temps dans mon quartier, si ma fille est malade et que je veux l'amener à l'hôpital en urgence, mais que je n'ai pas de voiture, il me suffit de sortir dans la rue et demander à n'importe qui. Tout le quartier va se battre pour m'aider. Ils ne le font pas parce que les Africains sont des gens exceptionnellement bons. Ils le font parce qu'en faisant ça, on rentre dans une économie du don et du contre-don. Je me crée une dette envers eux que je pourrais mobiliser moi aussi. Et c'est une technologie, c'est la seule technologie que son usage qui ne respecte pas l'obsolescence programmée. Plus vous abusez de cette technologie qui est le groupe, plus le groupe se renforce. Mais cette technologie est en train de se désagréger parce que désormais, quand j'ai une course urgente à faire, je prends mon téléphone et j'appelle Gozem, qui est le Uber local au Togo. Et donc je néglige d'utiliser une technologie qui n'est peut-être pas aussi performante parce qu'il ne va pas faire venir une voiture avec un chauffeur qui connaît bien la ville, qui arrive pile à l'heure où il a dit, etc. Mais dans ce que je gagne, il y a aussi beaucoup que je perds, que je pourrais patrimonialiser. Si j'avais une application développée localement dans le quartier, dont la fonction est qu'elle nous fasse faire mieux ce qu'on fait naturellement, mais sans qu'elle efface le recours aux voisins, etc., etc. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait quand même eu une plongée dans le travail, parce que j'étais personnellement un peu frustré de ne pas le voir. Voilà. Donc cet après-midi, on évaluera, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez encore ouvrir des parenthèses. Il y a une grande discussion d'1h20 à peu près en fin d'après-midi. Donc on va pouvoir repiocher dans les choses, où les étudiants de RBW, vous verrez, sont très bavards, ils posent plein de questions, ils ne sont pas timides, et très ponctuels. Et voilà, donc je vous remercie tous d'être venus ce matin, ceux qui nous rejoindront cet après-midi. A priori, on est censé partir à Pola, mais on va faire une vérification avec cette foutue flamme olympique qui risque de nous de contrarier un peu. Voilà, ok, merci beaucoup.